Ma famille m'a banni de sa vie à cause d'un mensonge inventé par mon propre neveu. Ma femme s'est enfuie comme si j'étais un objet jetable. 8 mois plus tard, il a tout avoué, et maintenant, ils s'attendent à ce que je revienne comme si de rien n'était. Qu'ils continuent d'attendre. Il n'y aura ni pardon ni seconde chance. Jamais je n'aurais imaginé qu'un simple message puisse faire s'effondrer ma vie d'une seconde à l'autre. Mais c'est exactement ce qui s'est produit cette nuit-là. Il était 23h47, un mardi, lorsque mon téléphone a vibré sur le bureau. J'étais encore dans mon bureau à la maison, portant toujours mes vêtements de travail après avoir terminé les rapports trimestriels du cabinet comptable où j'avais bâti près d'une décennie de carrière. J'avais un verre d'eau à côté de moi et je pensais me détendre en regardant quelque chose avant de dormir. Rien d'inhabituel. Jusqu'à ce que la notification apparaisse. Le nom de ma sœur, Sabine, a illuminé l'écran, et en dessous, un texte que j'ai ressenti comme une explosion contrôlée qui aurait terriblement mal tourné. Reste loin de Corentin. Nous savons ce que tu as fait. La police est prévenue. Ne nous recontactez plus jamais. Je suis resté à fixer ces mots si longtemps qu'ils ont commencé à se déformer. Je les ai relus 1, 2, 3 fois, comme pour les forcer à signifier autre chose. C'était cette sensation absurde qui vous envahit lorsque vous recevez une nouvelle impossible à traiter, comme si votre cerveau refusait de l'accepter. Quand j'ai levé les yeux, Claire, ma femme, se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait probablement entendu un bruit que j'avais fait sans m'en rendre compte. En voyant mon visage, l'inquiétude s'est immédiatement dessinée sur le sien. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle demandé en s'approchant. Je n'ai pas répondu, je lui ai simplement tendu le téléphone. Je l'ai vu lire en silence, observer chaque ligne avec une confusion croissante, puis une horreur si évidente qu'elle a levé une main pour couvrir sa bouche. « Ce n'est pas possible », a-t-elle murmuré en tremblant. « Corentin n'inventerait pas une chose pareille. »« Pas toi. » Et là, elle s'est arrêtée. Elle s'est interrompue au milieu de sa phrase, comme si elle venait de réaliser ce qu'elle insinuait. C'est à ce moment que je l'ai vue, cette lueur de doute dans ses yeux. Infime, mais présente. Et ce pas qu'elle a fait en arrière, s'éloignant physiquement de moi, a été le véritable coup de massue. À cet instant, j'ai su que ce qui allait suivre serait dévastateur. Le lendemain matin, j'ai appris le récit que mon neveu, âgé de seulement 15 ans, avait fait. Selon lui, lors d'une réunion de famille 3 semaines plus tôt, alors qu'il m'aidait à porter des sacs à la voiture, des pains, des sodas, des choses pour le barbecue, je l'aurais coincé dans le garage et touché de manière inappropriée. Le tout aurait duré à peine 1 ou 2 minutes. Ensuite, nous serions retournés à la réunion comme si de rien n'était. Il disait avoir été trop terrifié pour en parler. Au début. Il a soutenu que la culpabilité l'avait rongé pendant des semaines jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et finisse par fondre en larmes devant sa mère, tout déballant d'un seul coup. Il n'y a eu aucune vérification, aucune question, aucun doute. Ma sœur l'a cru immédiatement. Mes parents aussi. Pour eux, Corentin, le premier petit-fils, le favori, était incapable de mentir sur une chose pareille. Même mon frère Alain l'a soutenu sans hésiter. Alain, à qui j'avais prêté 1 000 € quand il était ruiné, celui-là même qui avait vécu sur mon canapé pendant 3 mois quand il n'avait nulle part où aller, celui-là même qui avait pleuré à mon mariage en disant que j'étais le meilleur frère qu'il pouvait avoir. Cet Alain a décidé sans la moindre hésitation que j'étais coupable. En moins de 2 jours, toute ma famille avait pris position. Je n'ai même pas su qu'ils avaient discuté entre eux, mais ils avaient déjà rendu leur verdict avant que j'aie eu la chance d'ouvrir la bouche. J'ai d'abord essayé d'appeler Sabine, convaincu qu'elle m'écouterait au moins. Nous étions proches enfants, nous nous battions comme n'importe quel frère et sœur, mais nous avions toujours été là l'un pour l'autre, ou du moins c'est ce que je croyais, mais l'appel n'a même pas sonné. Elle m'avait bloqué. Alors, j'ai conduit jusqu'au pavillon de mes parents, un trajet de 20 minutes qui m'a semblé une éternité. En conduisant, je pensais à la manière dont j'allais tout expliquer. J'étais convaincu, naïvement, qu'il me laisserait au moins parler. Mon père m'attendait sur le perron, comme s'il avait surveillé par la fenêtre. Il s'est posté au bord des marches, immobile, avec une expression que je n'avais jamais vue chez lui, un mélange de répulsion et de déception si profond qu'il semblait lui avoir ajouté des années. « Dégage », a-t-il dit avec une froideur absolue, comme s'il parlait à un inconnu qu'il voulait chasser de sa propriété. « Papa, j'ai juste besoin de 5 minutes. » Rien de tout ça n'est vrai.
Je ne comprends pas pourquoi Corentin a dit ça, mais... N'insulte pas mon petit-fils, m'a-t-il interrompu. Je ne l'insulte pas, je dis juste qu'il a 15 ans. Pourquoi inventerait-il une chose pareille? Qu'est-ce qu'il pourrait obtenir avec un tel mensonge? Je ne sais pas, ai-je admis, sentant la panique monter, mais ce n'est pas arrivé. Je ne l'ai pas touché, je n'ai rien fait. Tu me connais depuis ma naissance. Tu sais parfaitement que jamais. Il m'a tourné le dos avant que je puisse finir. Et là, devant la porte que j'avais si souvent franchie en tant que fils, il est devenu clair que je n'avais plus de famille. Personne n'a voulu m'écouter, personne n'a demandé d'explication, personne n'a douté de l'accusation. Je n'aurais jamais imaginé entendre mon père me parler comme il l'a fait ce jour-là. Quand il a prononcé la phrase « Je croyais te connaître », j'ai remarqué que le mot « croyais », à l'imparfait, semblait briser sa voix. Il a dit qu'il m'avait élevé pour être un homme différent, qu'il avait clairement échoué quelque part en chemin, car selon lui, le fils qu'il avait éduqué ne serait jamais capable d'une telle chose. J'ai essayé de répondre, mais il a continué à parler par-dessus moi avec une froideur dont je me souviens encore avec des frissons. « Si tu remets les pieds ici, a-t-il averti, j'appellerai la police moi-même, tu comprends? Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison, ni près d'aucun de nous. » Je suis resté immobile sur le chemin qui menait à l'entrée, le même sur lequel j'avais appris à faire du vélo à 6 ans. Le même où nous avions posé pour tant de photos de famille, où nous avions célébré des annonces importantes, où j'avais même annoncé que Claire et moi nous étions fiancés, entourés d'étreintes et de félicitations. Maintenant, cet endroit était un territoire hostile, une ligne qu'on ne me permettait plus de franchir. La porte s'est refermée devant mes yeux, non pas en claquant impulsivement, mais avec une précision calculée, comme si ce geste scellait une décision définitive. Je suis resté là plusieurs minutes à observer cette porte, espérant d'une manière ou d'une autre qu'elle s'ouvrirait, qu'il ressortirait, reconnaissant qu'il avait réagi de manière excessive. Mais rien ne s'est passé. Les rideaux sont restés tirés. La seule chose que j'ai entendue fut le bruit du vent et mes propres pensées qui résonnaient dans ma tête. Finalement, je suis retourné à ma voiture. J'ai conduit en silence complet, sans radio, sans larmes, sans cris, juste cette sensation de vide, froide comme une brûlure de glace, qui s'étendait lentement dans ma poitrine. Claire a tenu 4 jours de plus après le message que Sabine avait envoyé cette nuit-là. 4 jours à dormir dans des chambres séparées, 4 jours où nous nous sommes à peine adressé la parole, 4 jours à supporter un regard qui me faisait sentir comme un étranger occupant la place de son mari. C'était assister à l'effondrement de notre mariage de 12 ans sous mes yeux, centimètre par centimètre. Quand je suis revenu d'un rendez-vous avec un avocat, car oui, tout devenait officiel et légal avec une rapidité qui me donnait le vertige, j'ai trouvé ces valises près de la porte. C'étaient les mêmes que nous avions achetées pour notre lune de miel en Grèce, maintenant pleines de vêtements. Claire était prête à partir, pas pour réfléchir, pas pour prendre du recul, mais pour s'en aller vraiment. Elle n'a même pas essayé de soutenir mon regard quand je suis entré. Elle avait les clés de la voiture à la main et son regard se perdait sur un point indéfini derrière moi. « J'ai besoin de temps », a-t-elle dit d'un filet de voix. « J'ai besoin de digérer ça. » « Digérer quoi ?» ai-je demandé en posant ma mallette au sol et en essayant de garder mon calme malgré le tremblement dans ma poitrine. « Claire, tu me connais depuis 12 ans. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. Je croyais te connaître, a-t-elle murmuré alors que les larmes coulaient sur son visage sans qu'elle essaie de les essuyer. Mais maman s'est souvenue que tu te portais volontaire à la maison des jeunes quand nous avons commencé à sortir ensemble. Elle a aussi dit que tu semblais toujours ravi quand mon neveu Wilfried venait nous rendre visite, que tu étais toujours prêt à garder les enfants de nos amis. Maintenant, tout prend un autre sens. Un autre contexte que je ne peux pas ignorer. Le choc émotionnel a été profond. Sa mère ne m'avait jamais apprécié, mais cette fois, elle avait franchi des limites que je ne croyais pas possibles. Claire a continué en expliquant que sa mère, sa sœur et plusieurs autres membres de sa famille lui assuraient qu'il y avait des signes qu'elle avait négligés. Il lui demandait comment elle n'avait rien remarqué, comment elle ne s'était pas méfiée plus tôt. Et bien qu'elle assura qu'il n'y avait rien d'étrange, ses paroles commençaient à se remplir de doutes. « Je ne peux pas te regarder sans me demander si toute notre vie a été un mensonge », a-t-elle ajouté. « Et je ne veux pas devenir ce genre d'épouse, celle qui n'a jamais vu l'évidence. Je ne veux pas être comparée aux femmes qui disent n'avoir rien su de leur mari alors que tout le monde le voyait. » Ces comparaisons m'ont frappé comme un coup de poing direct.
Elle me mettait au même niveau que des hommes monstrueux, mentionnant des cas qui avaient fait la une des journaux. C'était comme si elle décrivait un documentaire criminel et que j'en étais le protagoniste. Alors, tu vas juste partir? Supposer le pire est en aller, ai-je demandé. Je vais rester chez ma sœur. Je te contacterai par l'intermédiaire de mon avocate pour discuter des prochaines étapes. Le mot avocate m'a laissé abasourdi. Tu as déjà appelé une avocate? Je l'ai contactée hier, a-t-elle répondu sans détour. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester ici. Elle a attrapé ses valises et est sortie sans finir sa phrase. Le bruit de sa voiture qui démarrait, reculait et s'éloignait, c'était comme entendre la vie que je connaissais s'évaporer lentement. Tout dans la maison a changé immédiatement. L'air semblait lourd, comme si l'endroit reconnaissait abriter quelque chose de contaminé. J'ai parcouru les pièces comme un spectateur dans un musée dédié à une vie qui ne m'appartenait plus. Chaque espace était un rappel douloureux, la cuisine des dimanches, le salon où nous débattions d'adopter un chien, la chambre où nous avions conçu des projets futurs désormais morts. Je me suis assis sur le canapé que nous avions choisi ensemble et j'ai attendu de ressentir quelque chose. N'importe quoi. Mais il n'y avait que le vide, une profonde sensation d'avoir été complètement vidé. L'enquête de la police nationale a été tout aussi dévastatrice, humiliante à un niveau que je n'aurais jamais imaginé connaître. L'inspecteur chargé de l'enquête était Hervé, un homme d'une cinquantaine d'années, la lassitude du monde reflétée dans son regard. Il gardait une attitude professionnelle, mais le jugement dissimulé derrière ses yeux était évident. Selon son expérience, il n'y a pas de fumée sans feu, et l'accusation de Corentin produisait un nuage dense. Je répondais encore et encore à des questions sur ce qui s'était passé au barbecue, où j'étais à chaque minute, avec qui j'avais parlé, le temps exact que Corentin et moi avions passé dans le garage, ce que nous avions porté à ma voiture. J'ai fourni mes relevés téléphoniques, mes appareils, tout. Ils ont examiné mes emails, mes messages, mes recherches, mes applications. J'ai tout permis parce que je n'avais absolument rien à cacher. Ils ont interrogé toutes les personnes présentes. Ma tante, mes cousins, la femme d'Alain, les voisins qui étaient passés un moment. Tous ont dit la même chose. C'était une réunion de famille normale, sans tension, sans comportements étranges, sans rien qui attire l'attention. Tout semblait calme. Même Corentin avait montré une normalité déconcertante, ce genre de sérénité qu'on interprète comme la garantie que rien n'est anormal. Il n'existait pas un seul signe indiquant que ma vie était sur le point de se briser. C'était un jour comme les autres, silencieux, monotone et complètement inconscient de ce qui allait arriver. Si quelqu'un m'avait dit que quelques heures plus tard, je serais dans une salle grise sous des néons à défendre mon nom, j'aurais pensé qu'il exagérait. Mais c'est ce qui s'est passé. Lors d'un des entretiens au commissariat, Hervé, l'un des principaux officiers chargés de l'affaire, un homme à la voix grave et à l'expression de pierre, s'est penché vers moi avec un sérieux qui m'a fait comprendre que cette situation était loin d'être terminée. Il parcourait ses notes avec une concentration presque intimidante. « Ton neveu semble crédible », a-t-il commenté sans détour. La salle où nous nous trouvions ne pouvait pas être plus inhospitalière. Les murs étaient d'un gris sale, je ne savais pas si c'était la peinture ou l'usure. Les néons rendaient tout pâle, usé, comme si la couleur avait été drainée de l'endroit. Un équipement d'enregistrement restait allumé sur la table, capturant chaque inflexion, chaque respiration. J'étais assis en face de Hervé, essayant de garder mon sang-froid pendant qu'il continuait son analyse. Son récit est cohérent, a-t-il ajouté, et quand il décrit l'incident présumé, il montre une réelle détresse. Son comportement correspond à celui que nous observons chez les personnes qui ont vécu quelque chose de traumatisant. Ses réponses émotionnelles correspondent à ce schéma de manière troublante. J'avais déjà répété mon explication tellement de fois que les mots semblaient usés. C'est parce qu'il croit dire la vérité, ai-je répondu. Mais le fait qu'il le croit ne signifie pas que c'est ce qui s'est réellement passé. Il est convaincu de quelque chose qui n'a pas eu lieu. Hervé s'est adossé à sa chaise, a croisé les doigts et m'a observé avec ce regard entraîné à déceler les failles, comme s'il voulait lire sous ma peau, trouver un geste involontaire qui confirmerait une culpabilité qui n'existait pas. Ou peut-être que vous êtes très doué pour compartimenter, a-t-il dit. Ce ne serait pas la première fois que nous voyons ça. Des gens avec une excellente réputation, des enseignants exemplaires, des entraîneurs aimés, des membres respectés de la communauté, des gens sans aucune tâche visible. Mais quand on gratte un peu, on découvre qu'ils cachent quelque chose de sombre depuis des années.
Ils savent séparer leur image publique de ce qu'ils font en privé. Alors, vérifiez tout, ai-je répliqué sans élever la voix. Chaque recoin, chaque registre. Vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Et ils l'ont fait. Ils ont été minutieux, presque obsessionnels. Ils ont parlé à mes collègues de travail, interrogé la famille de Claire, contacté la maison des jeunes où j'avais été bénévole 6 ans plus tôt, posant des questions sur ma conduite, mon comportement, mes antécédents. Ils ont vérifié mes finances, mes déplacements, mes recherches, mes dossiers médicaux, mon parcours scolaire, tout document qui pourrait suggérer quelque chose d'anormal. Le résultat a été identique partout. Rien. Il n'y avait pas une ombre, pas un signe qui pouvait être retourné contre moi. Aucun message étrange, aucune recherche compromettante, aucune accusation antérieure, pas même un vieux malentendu que quelqu'un pourrait utiliser comme indice. Ma vie était ennuyeusement propre. Un livre ouvert sans tache, sans pages arrachées, sans phrases barrées. J'aurais dû ressentir du soulagement. Cela aurait été logique. Mais le soulagement demande de l'espoir, et cet espoir avait disparu le jour même où Claire a décidé de quitter la maison, emportant ses valises et me laissant avec un silence qui a résonné comme une porte claquée en moi. 6 semaines après le début de l'enquête, le parquet a annoncé un classement sans suite. L'explication était directe, charges insuffisantes. En d'autres termes, nous ne pouvons pas prouver que c'est arrivé, mais nous ne pouvons pas non plus assurer que ce n'est pas le cas. Cette conclusion n'a servi à personne. Elle ne m'innocentait pas, me laissant seulement piégé dans un entre-deux désagréable. La famille de Corentin s'est indignée de l'absence de poursuite. Moi, je suis devenu cette figure embarrassante, non coupable selon la loi, mais pas non plus innocent pour les miens. L'absence d'accusation n'était pas une absolution, seulement un vide juridique, un espace où il ne pouvait pas m'emprisonner, mais où il pouvait me détruire socialement. Quelques jours plus tard, j'ai reçu le seul message que Sabine, ma sœur, m'a envoyé une fois l'affaire classée. J'avais vérifié ma boîte de réception plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je m'étais accroché à l'illusion absurde que quelqu'un se raviserait, que je recevrais peut-être un geste, une question, quelque chose. La seule chose que j'ai obtenue, c'est ceci, cela ne veut pas dire que tu es innocent. Je suis resté à lire ces mots encore et encore. J'aurais aimé qu'ils disent autre chose, quelque chose de plus humain ou au moins de cruel. Mais le message continuait, cela veut seulement dire qu'ils n'ont pas pu le prouver. Corentin est traumatisé à cause de toi. Il fait des cauchemars. Il ne peut pas rester seul avec des hommes adultes. C'est toi qui lui as fait ça. Que le procureur ne t'accuse pas ne change rien à ce que tu as fait. Mon neveu de 15 ans m'avait accusé de quelque chose qui n'était jamais arrivé, et toute ma famille l'avait cru sans hésiter. La police avait enquêté et n'avait rien trouvé, mais même ce rien a été interprété comme une chanceuse échappatoire, pas comme la vérité. Peu importait le nombre de preuves qui me lavaient de tout soupçon, peu importait le nombre de témoignages en ma faveur, j'étais toujours pour eux le monstre qu'ils avaient besoin que je sois. J'ai essayé de reprendre ma vie après le classement de l'affaire. J'ai essayé de me convaincre que le pire était passé et que je pourrais me reconstruire sur les ruines, mais cette idée était excessivement optimiste. La normalité avait décidé de partir avec Claire et n'avait aucune intention de revenir. Au travail, ma réputation s'est détériorée de manière silencieuse mais implacable. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais. Mes collègues évitaient de me regarder dans les yeux. Dans la salle de pause, ma présence créait un silence tendu. Et 2 semaines après la conclusion de l'enquête, Gérard, mon patron, un homme pratique et peu empathique, m'a appelé dans son bureau. Pas de salutation, pas de courtoisie, pas la moindre marque de considération. Nous devons parler de l'image de l'entreprise, a-t-il dit sans détour. La réputation est essentielle pour nous, et certaines situations peuvent affecter la façon dont nous sommes perçus. Je n'ai été accusé de rien, ai-je répondu. Ils n'ont absolument rien trouvé. Nous le savons, a-t-il dit en m'interrompant. Et tu n'es pas licencié. Mais nous devons faire quelques ajustements pour maintenir un environnement confortable pour tout le monde. Les ajustements ont commencé presque immédiatement. Un projet sur lequel j'avais investi 6 mois est soudainement passé aux mains d'un autre comptable senior sans justification valable. Puis on m'en a retiré un autre. Ensuite, ils ont simplement cessé de m'inclure dans les réunions importantes. Les réunions hebdomadaires auxquelles j'avais participé sans faute pendant des années ont commencé à se tenir sans moi.
quand j'ai demandé des explications, on m'a répondu avec des phrases génériques sur l'optimisation de la structure interne. Il était évident qu'il ne voulait pas de clients près de quelqu'un qui avait été montré du doigt, même si la loi m'avait innocenté. Je suis devenu un fantôme au sein de mon propre travail. Je marchais dans les couloirs comme si je n'appartenais plus à cet espace. Et bien que personne ne le dise ouvertement, tout le monde agissait comme si ma simple présence pouvait nuire au prestige de l'entreprise. Seul Thierry, un collègue avec qui j'avais partagé des équipes de travail pendant 5 ans, continuait de m'adresser la parole. Mais même lui le faisait avec prudence, comme s'il craignait que quelqu'un le voie trop proche de moi, comme si me parler pouvait lui nuire par association. Et ce geste, bien que je l'appréciasse, était aussi un rappel douloureux de la profondeur de ma chute. Il y avait des jours où je pensais que le pire était passé, mais en réalité, la partie la plus douloureuse n'a pas été l'accusation elle-même, mais la manière dont mon entourage a disparu de façon silencieuse et ordonnée, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur et effacé mes liens un par un. Le reste de mes amitiés s'est évanoui. Clément, mon colocataire à la fac et témoin à mon mariage, a cessé de répondre à mes messages. Je lui écrivais et il ne répondait pas, je l'appelais et son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale, jusqu'à ce qu'un jour je le voie sur les réseaux sociaux, souriant sur des photos d'un week-end avec des amis que nous avions en commun depuis l'université. Tout le monde était là, sauf moi. Personne n'a mentionné le voyage, personne n'a rien expliqué. Ce n'était pas nécessaire. Jeanne, une amie proche de Claire et membre de notre cercle depuis des années, a décidé de me rayer d'un coup. Elle m'a supprimé de tous ses réseaux le même jour et a bloqué mon numéro. C'était comme si elle avait appuyé sur un bouton effacé de mon existence. Même les activités routinières sont devenues inaccessibles. Le club de lecture auquel j'assistais depuis 5 ans a cessé d'exister pour moi. Marlène a envoyé un email disant qu'il suspendait les réunions pour des raisons d'horaire. Cependant, 2 semaines plus tard, j'ai vu plusieurs membres entrer chez elle avec des livres et des bouteilles de vin. Le club ne s'était pas arrêté, ils avaient simplement décidé de m'arrêter, moi. Les gens ont commencé à m'éviter physiquement. Des adultes responsables, des personnes qui m'avaient un jour estimé, traversaient la rue en me voyant approcher. Il leur suffisait de me voir de loin pour changer de trottoir, comme si une seconde de proximité suffisait pour être associé à quelque chose d'impardonnable. Même les interactions les plus simples sont devenues froides. Au café où j'étais un client régulier depuis 3 ans, le serveur a cessé de me parler. Il ne demandait plus comment j'allais, ne commentait plus un match ou la météo. Il prenait juste ma commande, préparait ma boisson et l'attendait sans un mot. La même chose s'est produite au pressing. La vieille dame, qui demandait toujours des nouvelles de Claire, a cessé de le faire. Elle vérifiait juste mes vêtements, me donnait un ticket et indiquait la date de récupération. Même la caissière du supermarché qui me voyait chaque semaine évitait de me regarder directement. Dans une petite ville, une rumeur n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'un écho. Et j'étais devenu cet écho gênant dont tout le monde voulait s'éloigner. Je suis passé d'une vie bien remplie, réunions de famille, dîners entre amis, activités sociales, routine stable, à n'avoir rien, ni famille, ni épouse, ni amis, ni un endroit où me sentir le bienvenu. Mon travail tolérait ma présence, mais ne voulait plus de moi. Et ma maison, sans Claire, était un rappel silencieux du vide. Pour survivre, j'ai appris à devenir invisible. Je me suis inscrit dans une salle de sport dans un autre quartier de la ville où personne ne me reconnaîtrait et je n'y allais qu'à des heures creuses, quand il n'y avait presque personne. J'ai commencé à faire mes courses à l'aube, quand les magasins étaient vides, et j'utilisais toujours les caisses automatiques pour ne pas avoir à interagir avec qui que ce soit. Je suis devenu quelqu'un qui se déplaçait sans laisser de traces, sans occuper d'espace dans la vie des autres. 3 mois après son départ, Claire a envoyé la demande de divorce. Un inconnu a sonné à ma porte un samedi matin et m'a remis une enveloppe Kraft. Elle demandait ma signature. C'était un geste rapide et froid, mais suffisant pour clarifier que mon mariage était terminé. Son avocate, une professionnelle efficace et distante, a clairement indiqué ce que Claire voulait, la maison, la moitié des biens, une partie de mon épargne retraite. Mon avocat m'a demandé si j'avais l'intention de contester quoi que ce soit, d'entamer une longue procédure, d'essayer de négocier. Mais à quoi bon? Claire m'avait déjà jugé. Elle avait cru la version de Corentin, sans hésiter. La bataille juridique ne changerait pas l'essentiel, sa conviction que j'étais capable de faire du mal à un mineur. Alors j'ai tout signé.
J'ai laissé partir la maison que nous avions choisie, les meubles que nous avions achetés ensemble, cette vie que nous avions construite pendant des années. Tout était souillé par l'accusation et par son abandon. Ça ne valait pas la peine de s'accrocher à quoi que ce soit. Le divorce a été finalisé en 6 mois. Pour altération définitive du lien conjugal, disait le document. Une manière élégante de dire, l'épouse a décidé de croire que son mari était un danger, en se basant uniquement sur les paroles d'un adolescent. Les nuits sont devenues insupportables. Malgré l'isolement social, le véritable enfer commençait lorsque la maison devenait silencieuse. Je m'allongeais sur le lit et je passais des heures à regarder le plafond, revivant encore et encore cet après-midi du barbecue, essayant de trouver une explication logique à quelque chose qui n'en avait pas. J'essayais de me souvenir de chaque mot, de chaque geste, de chaque détail de la rencontre avec Corentin. Tout avait été simple. Sabine avait demandé de l'aide pour apporter des choses de sa voiture, qui était garée dans la rue car l'allée était pleine. Corentin s'était proposé et j'avais dit que je l'accompagnerais car j'allais chercher mon téléphone dans ma propre voiture. Nous avons marché ensemble en discutant de son lycée, de l'équipe de football, de choses normales pour un garçon de 15 ans. Nous avons aidé à charger des sacs de pain et une caisse de soda. Nous avons tout laissé dans le garage sur le congélateur. Il a demandé où les mettre. Je lui ai dit que c'était bien là, que je les rentrerais plus tard. Il a dit, parfait. Et nous sommes retournés à la réunion. Ça a duré 3 ou 4 minutes tout au plus. Une conversation légère, quelques sacs, rien d'étrange, rien d'inapproprié. 3 minutes qui, pour des raisons inconnues, ont détruit ma vie. Les émotions allaient et venaient avec violence. Il y avait des jours où je voulais me battre pour laver mon nom, engager des experts, prouver la vérité jusqu'au dernier détail. D'autres jours, je souhaitais disparaître de la surface de la Terre, déménager dans une autre région, changer de nom, repartir de zéro sans que personne ne connaisse mon histoire. Mais même au milieu de toutes ces pensées, il y avait une vérité qui m'accompagnait toujours, une qui me frappait comme un poids impossible à ignorer. Il n'y avait aucun moyen humain de présenter une preuve qui démontrerait quelque chose qui ne s'était jamais produit. Comment prouver un vide? Comment prouver l'inexistence d'un fait? C'était une impasse. L'absence de preuve est devenue, pour beaucoup, une confirmation automatique de ma culpabilité. Une seule accusation a suffi pour que mon nom soit enterré. Il n'y a pas eu de procès, pas d'espace pour me défendre, pas la moindre intention de m'écouter. J'ai été déclaré coupable par des regards, par des chuchotements, par des silences qui en disaient plus que n'importe quel mot. Et une fois la condamnation sociale imposée, aucun tribunal n'était capable de l'annuler. 6 mois plus tard, la maison a cessé d'être un foyer pour devenir un musée de souvenirs douloureux. Chaque pièce contenait une vie que je n'avais plus. Ce n'était pas seulement que je ne pouvais pas me la permettre avec un seul salaire, c'est que je ne supportais pas de marcher dans des espaces où chaque objet me rappelait une promesse rompue. Dans la cuisine, Claire et moi avions passé des après-midi entiers à préparer des recettes qui finissaient toujours par des rires. Dans la chambre, nous avions imaginé des années futures, des voyages, des célébrations. Et dans le bureau, dans ce petit espace, j'ai reçu le premier signe que tout allait s'effondrer. Le message de Sabine, froid comme un seau d'eau glacée. Vendre la maison a été plus simple que d'accepter que je n'y appartenais plus. J'ai déménagé dans un petit appartement, presque anonyme, à l'autre bout de la ville. Il avait une seule chambre, une salle de bain fonctionnelle, une cuisine basique où rien n'avait d'histoire. J'ai choisi cet endroit précisément parce que je ne pouvais pas m'y attacher émotionnellement. Je voulais un espace qui ne parle pas, qui ne réclame pas de passé, qui me permette simplement d'exister sans pression, sans souvenir. Le nouveau travail est venu par nécessité, pas par ambition. J'ai trouvé un poste dans un cabinet comptable plus petit, loin de mon ancien bureau, dans un immeuble où personne ne connaissait ni mon nom ni mon histoire. C'était étrange, presque libérateur, d'exercer mes fonctions sans que personne ne me regarde avec pitié ou suspicion. J'entrais, je travaillais, je pointais en sortant et je rentrais chez moi. Personne ne posait de questions, personne ne s'intéressait, personne ne s'approchait. Et bien qu'à un autre moment de ma vie j'aurais trouvé cela triste, à cet instant, cela me semblait une bénédiction. J'ai coupé tout contact avec ceux qui m'avaient condamné sans une seconde d'hésitation. J'ai bloqué des numéros, supprimé mes réseaux sociaux, effacé toute trace qui pourrait les mener à moi. S'ils avaient été capables de supposer le pire sans une seule preuve, comment pouvaient-ils s'attendre à ce que je continue de les considérer comme faisant partie de ma vie?
J'ai fermé cette porte avec fermeté. La solitude, cependant, est devenue un poids constant. Pas une douleur lancinante, mais une pression durable, de celle que l'on sent dans la poitrine au réveil. J'étais passé d'une vie bien remplie, réunions de famille, anniversaires, déjeuners, conversations interminables, à un silence qui semblait s'étendre avec les jours. Mes routines sont devenues monotones. Travailler, rentrer, manger n'importe quoi, dormir, répéter. Parfois, j'étais surpris de la rapidité avec laquelle une semaine pouvait passer sans que j'aie parlé à quelqu'un d'autre qu'un salut automatique. J'ai essayé d'occuper mes journées avec de nouvelles choses. Je me suis inscrit dans une salle de sport de l'autre côté de la ville pour éviter toute possibilité de croiser quelqu'un de connu. J'ai commencé à faire mes courses à des heures marginales, quand les rayons du supermarché étaient vides. Je me suis surpris à éviter les contacts visuels, à marcher le regard baissé, comme si chaque rencontre potentielle pouvait déclencher un souvenir douloureux. Mais 8 mois après l'accusation, le silence s'est brisé. Alain a appelé. Rien que ça a suffi à tendre mon corps. Il ne me parlait plus depuis ce message où il m'avait qualifié de honte de la famille. J'ai répondu plus par curiosité que par volonté. Corentin a avoué qu'il avait tout inventé, a-t-il dit sans salutation, d'une voix raide. Il a tout confessé. J'étais assis dans mon fauteuil, en train de dîner d'un plat réchauffé devant mon ordinateur portable, quand j'ai entendu ces mots. Le rire qui est sorti de ma gorge était brusque, sec, creux. Il n'y avait ni joie ni soulagement, à peine de l'incrédulité. Répète ça, ai-je murmuré. Il a avoué, a-t-il insisté. Il a craqué devant Sabine et papa. Il a dit que tout était un mensonge, qu'il était en colère pour une broutille, qu'il voulait de l'attention. Je ne sais pas ce qui lui passait par la tête. Il est anéanti maintenant. Je suis resté silencieux, attendant qu'une émotion apparaisse. J'attendais de ressentir du soulagement, de la colère, de la tristesse, quelque chose qui briserait ce vide que je portais depuis si longtemps. Mais rien n'a bougé. C'était comme si les mots n'arrivaient pas à m'atteindre. Jacques, tu es toujours là. Oui, ai-je répondu. Je t'écoute. On s'est tous trompés, a-t-il poursuivi. Nous sommes vraiment désolés. On veut que tu viennes dîner ce week-end. Maman va préparer ton plat préféré. On pourra parler, voir comment on avance en tant que famille. Non. Comment ça, non? Je ne viendrai pas dîner, je ne viendrai pas m'asseoir pour discuter. Je ne vais pas faire comme si 8 mois n'avaient pas existé. Jacques, il avait 15 ans. Il a fait une erreur, mais il l'a admise. Ce n'est pas quelque chose qui se répare, lui ai-je dit avec un calme qui sonnait plus dur qu'un cri. Vous avez laissé ma vie voler en éclats. Vous ne réparez pas ça avec un rôti et de bonnes intentions. Alors, que veux-tu qu'on fasse? Vous l'avez déjà fait. Vous avez pris une décision, croire un adolescent sans preuve, sans le questionner, sans même m'écouter, moi. Et maintenant, vous vivez avec les conséquences. C'est la famille, a-t-il murmuré. Je l'étais aussi. Jusqu'à ce que vous me le fassiez bien comprendre quand papa m'a fermé la porte au nez. J'ai terminé l'appel, bloqué son numéro, je n'ai rien ressenti. Et ce rien n'était en soi une réponse. Sabine a été la suivante. Elle s'est présentée à mon immeuble, a sonné à l'interphone encore et encore jusqu'à ce que je réponde juste pour arrêter le bruit. Jacques, laisse-moi monter. Nous devons parler. Nous n'avons besoin de rien. Rentre chez toi, Sabine. Corentin veut s'excuser. Il a besoin de tourner la page. J'ai ri. Un rire bref, presque amer. Il a besoin de tourner la page. Comme c'est pratique. Dis-lui d'écrire ses excuses et de les cacher dans un tiroir. Je ne veux plus jamais le voir. Tu es cruel. Non, je suis sincère. La cruauté, c'est ce que vous avez fait. Il a ruiné ma life parce qu'il voulait de l'attention. Maintenant, vous devez vivre avec ça. J'ai cru mon fils. Que étais-je censé faire? Demander, douter, chercher des preuves, écouter la personne que tu connaissais depuis 37 ans. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la voie la plus facile, m'abandonner. Je suis ta sœur. Tu l'étais. Cette version n'existe plus. Je l'ai observée depuis la fenêtre pendant qu'elle pleurait dans sa voiture pendant 20 minutes,
et même cela n'a rien réussi à faire bouger en moi. Mes parents ont essayé la méthode sentimentale, une lettre manuscrite, signée par eux deux, pleine d'excuses et d'explications. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai passée à la déchiqueteuse. Je n'ai pas laissé un seul fragment lisible. La nouvelle est également parvenue aux oreilles de Claire. Elle m'a appelé d'un numéro inconnu, c'est pour ça que j'ai décroché. Jacques, j'ai entendu pour Corentin. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te croire. Oui, tu aurais dû. On peut peut-être parler, prendre un café? Je ne veux pas que ça reste comme ça. Et à quoi ça servirait? Parce que je me suis trompé, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'ai laissé les autres m'influencer. Je n'ai pas fait confiance à mon propre mari. Je veux réparer ce que j'ai brisé. Le divorce est finalisé, Claire. Il n'y a rien que tu puisses réparer. C'est fini entre nous depuis longtemps. Je t'aime encore. Tu n'as pas aimé une personne, mais une image. Quand ça comptait vraiment, quand les choses sont devenues difficiles, tu as choisi de croire les rumeurs et la peur. Tu as accordé plus de poids à la paranoïa de ta mère qu'à 12 ans de mariage. Ce n'était pas de l'amour. C'était un confort fragile qui s'est évanoui dès que la pression est devenue évidente. Ce n'était pas juste, mais la vie l'est rarement. J'ai compris ça le jour où ma femme a décidé de faire ses valises et de partir. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus me regarder sans se demander en silence si j'étais un prédateur. Il n'y a pas eu de discussion, pas d'espace pour les explications. Elle a pris sa décision et j'ai dû en assumer les conséquences. Quand j'ai raccroché cet appel, j'ai aussi bloqué ce numéro. Durant les mois suivants, chaque membre de ma famille a essayé différentes approches pour briser le silence. Des emails, des lettres sont arrivées, ils sont même apparus à mon lieu de travail comme si cela allait changer quoi que ce soit. Ma mère a laissé plusieurs messages vocaux en pleurant, disant qu'elle avait l'impression d'avoir perdu son fils et qu'elle ne pouvait pas le supporter. Alain a essayé une stratégie différente. Il a tenté de me manipuler émotionnellement en disant que mon attitude détruisait la famille, que j'étais l'obstacle à la guérison des blessures. Je n'ai rien répondu. J'ai changé de numéro, j'ai cherché un appartement loin de mon ancien quartier et j'ai bâti une vie suffisamment isolée pour que personne ne puisse l'envahir. Il ne restait rien qu'il puisse m'offrir qui vaille la peine de souffrir à nouveau. 1 an après la confession de Corentin, j'ai assisté à un congrès professionnel et c'est là que j'ai rencontré Roxane. Elle était analyste financière, originaire de Seattle, directe, intelligente et avec un humour qui m'a agréablement déconcerté. Nous avons d'abord pris un café, puis nous avons fini par dîner. Cela a marqué le début d'une relation à distance qui, avec le temps, s'est transformée en son déménagement dans ma ville. J'ai voulu être transparent dès le début, alors lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté. Elle a écouté en silence, sans m'interrompre, sans détourner le regard. Quand j'ai eu fini, elle a répondu, donc, ta famille t'a tourné le dos sur la base d'un mensonge, a ruiné ta vie et maintenant te reproche de ne pas vouloir leur pardonner? J'ai hoché la tête. C'est à peu près ça. Eh bien, qu'ils restent en colère, a-t-elle conclu. Tu ne leur dois rien. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle était différente. Elle n'a pas essayé de me réparer et ni de me convaincre de tourner la page. Elle a simplement accepté qu'il y a des blessures qui ne peuvent pas être guéries et que l'on peut quand même continuer à avancer. Nous avons construit une vie simple mais stable, conçue dans le calme, sans bruit inutile. Elle a rencontré mon collègue Thierry et les rares personnes que je laissais s'approcher. Elle ne m'a jamais poussé à élargir mon cercle ou à me rapprocher de ma famille. Elle comprenait que ce que j'avais maintenant était une vie délibérément sélective et n'a pas tenté de modifier cet équilibre. 2 ans après la confession de Corentin, j'ai reçu un appel inattendu sur ma ligne professionnelle. C'était Alain, qui avait réussi à obtenir mon numéro d'entreprise. Papa est mort, a-t-il dit sans détour. L'enterrement est samedi. Maman veut savoir si tu viens. J'ai réfléchi à ma réponse pendant à peine 5 secondes. Je n'irai pas. Jacques, c'est notre père. C'était aussi l'homme qui m'a fermé la porte au nez et m'a traité de choses répugnantes, ai-je répondu. C'était notre dernière vraie conversation. Je n'ai aucun intérêt à ajouter un enterrement à ma collection de souvenirs misérables. Alain a insisté, disant que papa avait regretté ses actes dans ces dernières années, qu'il parlait constamment de combien il regrettait ce qu'il m'avait fait. Je suis content qu'il ait regretté, ai-je dit.
Mais le regret ne signifie pas que je doive aller consoler ceux qui ont contribué à me détruire. Il est resté silencieux un long moment avant de dire « Tu es devenu plus dur ». Non, je suis honnête, ce qui est différent. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Je n'ai pas envoyé de fleurs ni de cartes. J'ai laissé mon absence parler pour moi. Chacun pouvait l'interpréter comme il le voulait. J'avais cessé de me préoccuper de gérer leurs émotions concernant mes limites. Roxane m'a demandé plus tard si je me sentais coupable de ne pas y être allé. Je ne sais pas, ai-je répondu. Devrais-je? La plupart des gens ressentiraient quelque chose. C'était ton père. La plupart des pères ne déshéritent pas émotionnellement leur fils à cause du mensonge d'un adolescent, lui ai-je dit. Elle a posé un baiser sur mon front. Tu n'es pas comme la plupart des gens. 10 ans se sont écoulés depuis l'accusation. Un après-midi, alors que j'attendais un vol dans un aéroport, j'ai vu Sabine. Apparemment, nous voyagions tous les deux pour le travail et nous nous étions retrouvés à la même porte d'embarquement. Elle m'a vu la première. Son visage a montré un mélange rapide de surprise, d'espoir, de tristesse et, finalement, de résignation. Elle s'est approchée avec prudence. « Jacques » a-t-elle murmuré. « Salut, Sabine. » Nous sommes restés là quelques secondes, piégés dans un silence qui pesait comme une décennie entière de distance. « Tu as l'air en forme » a-t-elle commenté. « Toi aussi. » Elle a essayé de sourire, mais son expression s'est effondrée en mentionnant que Corentin était à l'université, étudiant la psychologie parce qu'il voulait travailler avec des adolescents en difficulté. « Quelle ironie !» ai-je répondu froidement. Elle a sursauté. « Ce n'est plus le garçon de 15 ans. Je ne suis plus l'homme que j'étais à l'époque non plus. » Elle m'a dit qu'il demandait de mes nouvelles, qu'il se demandait si je lui avais pardonné. « Dis-lui que non » ai-je répondu. « Tu pourrais le faire un jour » a-t-elle pensé tout haut, sans éluder la question. Peut-être qu'un jour, pardonner sera possible, mais ça ne reconstruira rien. Le pardon n'implique pas la réconciliation. Que faudrait-il pour qu'il y ait une réconciliation? Rien. Il n'y a rien qui puisse réparer ce qu'ils ont brisé. Il y a des choses qui, une fois détruites, ne reviennent pas. Ils ne peuvent pas défaire ce que j'ai appris cette année-là. Sabine a dit qu'ils avaient admis leur erreur, qu'ils avaient demandé pardon plus d'une fois et qu'ils ne savaient plus quoi faire pour réparer ce qui s'était passé. Pendant un instant, j'ai pensé vouloir poursuivre cette conversation, mais finalement, j'ai juste secoué la tête. Il n'y a plus rien en suspens, ai-je répondu calmement. Il n'existe aucune action, aucune phrase ou aucun geste qui puisse défaire la manière dont tout s'est brisé. Ce n'est pas un problème que vous pouvez régler. C'est quelque chose que vous devez simplement apprendre à supporter. L'appel pour notre porte d'embarquement a commencé et l'atmosphère s'est chargée d'un malaise silencieux. Elle a fait une dernière tentative, la voix à peine soutenue. « Parfois, je pense à toi » a-t-elle dit. Au frère que j'avais. Je l'ai regardé un instant, juste assez pour être sincère. L'homme dont tu te souviens a cessé d'exister quand vous avez choisi de croire le pire sans m'écouter, ai-je répondu. J'ai continué, mais pas en tant que cette personne. Et ce que je suis maintenant ne peut pas occuper la place que vous avez perdue. Ça semble dur, a-t-elle murmuré. C'est seulement la réalité, ai-je dit sans hausser le ton. Je me suis dirigé vers la file d'embarquement. Je n'ai pas regardé en arrière. Quand je suis rentré à la maison, Roxane m'a demandé comment je m'étais senti en la voyant. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. C'était comme voir un écho, lui ai-je dit. Reconnaissable, mais sans substance. Juste ça. Elle a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de plus de mots. Et à cet instant, j'ai su que le passé pouvait croiser mon chemin dans n'importe quel aéroport, mais il n'avait plus le pouvoir de m'y ramener. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.